RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et pour répondre aux questions sur l'agriculture, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Lette, jeune retraité. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, entre Saint-Germain-la-Ville et Châlons, il y a une plaine. Et comment est cette plaine, sachant que ce matin, il pleut? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Comme disait mon père, quand il pleut après une longue période de sécheresse, c'est de l'or en barre qui tombe. Est-ce que c'est le cas? Et aujourd'hui, Jean-Marie, c'est quand même important, le 28 mai, de savoir dans quel état est la plaine. Alors, effectivement, tous les agriculteurs sont contents ce matin de voir qu'il pleut. On a pris à peu près 6 mm. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà quelque chose. Parce qu'il n'a pas plu depuis le mois de mars quasiment. Parce que ça fait effectivement longtemps qu'il n'a pas plu. Alors la plaine, elle est, on va dire que les cultures d'automne sont à peu près correctes. Par contre, toutes les cultures de printemps qui n'ont pratiquement pas eu d'eau, eh bien c'est quand même assez difficile, notamment sur les orges de printemps. Alors culture d'automne, on rappelle lesquelles c'est? Alors les cultures d'automne, c'est l'escourgeon, le blé, le colza. Là, on a des cultures qui sont correctes. Bon, il faut encore attendre. On espère qu'on n'aura pas trop de coups de chaud, parce qu'ils annoncent du chaud là pour les jours à venir. Mais les cultures sont à peu près belles. Là où c'est plus difficile, c'est sur les cultures de printemps, et notamment les orges de printemps. Les betteraves, ça va? Les betteraves, c'est moyen. Il y en a des pas trop mal. On sait que les désherbages n'ont pas trop bien réussi, comme c'est sec. C'est sec, oui. Donc on risque d'avoir de l'herbe dans les betteraves cette année. Et puis, on a des orges de printemps qui font 25 cm et qui sont déjà en épi, quoi. Donc le potentiel est quand même sans doute largement atteint. C'est la culture qui va pas marcher cette année. C'est la culture qui sera en grosse difficulté cette année. Et les colzas? Les colzas sont beaux. Il n'y a pas eu trop de problématiques de maladies ni d'insectes, donc on a des colzas qui sont corrects. Les pommes de terre? Alors les pommes de terre, il y en a de plus en plus, pommes de terre. Oui, effectivement, on est quand même encore au tout début, et on a déjà des arrosages qui ont commencé. D'habitude, on commence mi-juin. Là, on est certains ont commencé au 20 mai, voire au 15 mai. Donc voilà, dans un arrosage qui va s'étendre sur une période beaucoup plus longue. Les celles de mon jardin sont en fleurs. Donc je suis très content que mes pommes de terre soient en fleurs et très belles cette année. Pas de mildiou, c'est très sain. Oui. Parce que le temps sec, c'est quand même assez un avantage. Alors c'est un avantage effectivement sur la partie maladie. On a très peu de maladies aujourd'hui grâce justement à ce temps sec. Alors pour faire la transition, les cultures fourragères, la luzerne qui est quand même importante dans les sols de nos agriculteurs champardonnais, la sécheresse c'est pas très bon pour elle. Alors la luzerne non, c'est pas très bon. Celles qui ont été coupées ont du mal à repartir. Et puis la luzerne, on va pas en parler aujourd'hui, mais le gros problème de la luzerne actuellement, c'est le marché. Il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché, c'est-à-dire il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a pas d'acheteurs, donc les prix sont au plus bas sur la luzerne. Alors c'est lié au fait que l'an dernier était une année extrêmement pluvieuse qui a produit énormément de masse végétale et donc du fourrage pour pratiquement les animaux ou qui ont permis de remplir les granges. Les éleveurs n'ont pas eu à acheter du fourrage sur les marchés puisque ils en avaient plein leur silo cet hiver. Voilà pour ce qui se passe dans la plaine. Donc globalement, une plaine qui est quand même assez belle, qui souffre un peu de la sécheresse, avec un avantage quand même dans notre région, en Champagne-Crayeuse, où on avait des nappes phréatiques qui étaient pleines à déborder,
et qui permet des remontées par capillarité dans la craie et qui fait que tout le matériel végétal ne souffre pas trop, en tout cas beaucoup moins que sur des sols grèveux ou des sols différents de notre région. Ça c'est pour le tour de plaine, Jean-Marie. On va pas parler des cours actuellement, mais on va dire globalement les cours des produits végétaux se maintiennent. Le sucre un peu à la baisse. Oui, c'est quand même plutôt à la baisse. Le sucre baisse, les betteraves seront moins bien valorisées cette année que l'année dernière, et les cours des céréales sont pas au top non plus. Ils sont très stabilisés en fait. Oui. C'est plutôt tendance baissière même. C'est plutôt tendance baissière. Qui sont liés essentiellement aux questions géopolitiques, il faut le rappeler. La question géopolitique sur les cours agricoles a un impact extrêmement fort. Et si on parlait un peu de nos éleveurs, en commençant par une question que tout le monde se pose ou qu'on pose quand on rencontre des éleveurs, est la fièvre catarrhale, où en est-on et quelles sont les conséquences qu'il y a eu avec cette fameuse fièvre catarrhale? Alors la fièvre catarrhale, elle est toujours présente, même si il y a de la vaccination qui a été faite, et elle a un impact fort actuellement sur les marchés, c'est-à-dire que il n'y a pas suffisamment de viande pratiquement aujourd'hui pour approvisionner les marchés, si bien qu'on a des cours de la viande qui sont assez élevés. Alors, les nouvelles, c'est que cette fièvre catarrhale, elle a fait mourir des animaux, principalement les ovins. Les bovins ont été atteints. Et le problème, c'est qu'il y a quelque chose de caché derrière cette maladie-là, où la vaccination a été faite quand même globalement l'année dernière, avec des vaccins gratuits. C'est qu'il y a eu des problèmes de stérilité chez les animaux, et en particulier chez les ovins, pratiquement tous les béliers étaient devenus stériles. Et quand on a pu les remettre finalement les brebis en gestation, on s'est aperçu que à la naissance, il y avait beaucoup de malformations. Et le même problème a été rencontré chez les bovins avec beaucoup d'avortements. Et en fait, il y a quand même eu des élevages extrêmement touchés par des problèmes de stérilité, avec des problèmes qu'on imagine derrière tout ça. Et tout ça se traduit par le fait qu'il y a moins de viande sur le marché et que les prix de la viande se sont envolés. Pour le lait ? Alors pour le lait, les prix restent corrects actuellement pour le lait. Bon, il y a eu une belle campagne l'année dernière, on en a parlé tout à l'heure, avec des éleveurs qui ont pu récolter leur fourrage dans de bonnes conditions et en quantité, même si la qualité n'était pas forcément au rendez-vous, mais au moins la quantité était là. Les prix se maintiennent, donc on a une année correcte pour les éleveurs laitiers. Donc pour les éleveurs laitiers, pour les élevages de volailles, le constat est toujours le même. On manque de production en France. Voilà, on manque de production et plutôt de la production standard, pas de la production label. On importe. Je vous rappelle quand même qu'on importe aujourd'hui moitié de notre consommation de volailles. Moitié de la consommation de volailles, avec des cycles de production qui sont beaucoup moins contraignants pour les volailles qui sont importées, quelquefois des normes sanitaires douteuses, et de la volaille qui va essentiellement en transformation, les fameuses aiguillettes ou les filets de volaille dans le meilleur des cas, quand ça n'est pas de la transformation en quatrième gamme dans les supermarchés et qui vont dans l'alimentation que la plupart des Français achètent massivement. Donc la question de la qualité est également posée, et on revient d'ailleurs à la question qui agite les agriculteurs, c'était le fameux Mercosur. Le Mercosur, c'est un accord de libre-échange qui permet de faire rentrer en Europe des produits venant des pays, j'allais dire, quelquefois exotiques en matière de qualité de production et qui néanmoins inondent nos marchés. Voilà, et il est toujours pas signé, mais ça reste une grosse inquiétude pour les agriculteurs aujourd'hui, ce Mercosur qui est toujours en attente. Alors justement, une grosse inquiétude pour les agriculteurs. Ils sont sortis dans les rues l'année dernière, massivement avec leurs tracteurs. Ils ont bloqué les autoroutes, bloqué les villes. Ils ont failli le refaire là récemment. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment ? Alors récemment, tout simplement, suite aux manifestations de l'an passé, il y a eu un projet de loi qui a été mis en place. C'est ce qu'on a appelé le projet de loi Duplon-Ménonville. Ménonville, d'ailleurs, un sénateur issu qui agriculteur. Ancien agriculteur marnais,
Et donc cette proposition de loi, la problématique, c'est qu'on a eu une dissolution du Parlement entre les manifestations de l'an passé et les promesses qui ont été faites et l'arrivée de ce projet de loi. Et aujourd'hui, le Parlement n'est pas disposé à voter ce projet de loi qui a été émis par 2 sénateurs. Alors donc les agriculteurs étaient dans la rue, on leur a fait des promesses l'année dernière, simplification, le Mercosur, tout un tas de propositions ont été sur la table, tout le monde est rentré dans sa ferme, le Parlement a été dissous, et là, on n'a quand même pas oublié qu'on devait une réponse aux agriculteurs, est sortie cette proposition de loi qu'on appelle la loi du plomb. Le projet de loi du plomb. Alors le projet de loi du plomb, il était soumis à l'Assemblée nationale là récemment. Oui. Et effectivement, donc il y a eu justement par nos députés 3500 amendements, c'est-à-dire que si on avait dû voir tous ces amendements, eh bien il y en avait pour 15 jours ou 3 semaines de Parlement. Sans être sûr que ce soit voté à la fin. Exactement. Donc, ils ont tous décidé de ne pas débattre du texte. Voilà, pour le passer directement au Sénat, en commission mixte avec le Parlement. Donc là, on peut penser qu'il va y avoir un compromis autour de la proposition du plomb. Alors, on peut peut-être en dire 2 mots de cette proposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cette loi du plomb? Alors, dans cette loi du plomb, qu'est-ce qu'on trouve? C'est sûr que le syndicalisme, au moins majoritaire, était tout à fait partant pour cette loi, puisque en gros c'est une loi quand même qui simplifie un certain nombre de choses. Il y a notamment l'abandon de la séparation de la vente et du conseil des produits phyto, qui a été mis en place maintenant il y a 5-6 ans. Moi j'y ai été confronté, c'est une usine à gaz pas possible. L'idée c'est que les distributeurs qui font du conseil ne peuvent pas vendre des produits, et l'inverse. Si bien qu'aujourd'hui, et il y a un rapport qui a été fait sur cette loi. Aujourd'hui, les agriculteurs sont en déficit de conseils, tout simplement parce que leurs distributeurs majoritairement ont choisi de vendre des phytos. Et ils n'ont plus le droit de faire du conseil. Alors le déficit de conseil, c'est notamment du plomb dans l'aise, si je peux me permettre de le dire, pour ce qui concerne le plan éco-phyto. Tout à fait, oui. Qui vise à réduire de 50% les produits, les pesticides utilisés en agriculture. Voilà. Donc le projet de loi reviendrait sur cet abandon de la séparation de la vente et du conseil. Il y a un deuxième élément sur lequel les agriculteurs, notamment les agriculteurs de notre région, estiment que c'est nécessaire, on revient sur les néonicotinoïdes, dont on a déjà parlé, c'est ce fameux insecticide qui traite la jaunisse des betteraves, qui élimine les pucerons dans les betteraves. Je rappelle que les néonicotinoïdes en France sont interdits maintenant depuis 4 ou 5 ans. Alors le nom est imprononçable, mais j'ai vu apparaître un autre qui s'appelle l'acétamipride. Oui, alors ça c'est l'insecticide en question qui fait à l'intérieur des qui fait partie de la famille des néonicotinoïdes. Et c'est celui-là qui est jugé dangereux. Et c'est comme les autres, c'est cette famille-là qui serait réautorisée, si la loi va jusqu'au bout, pour lutter contre la jaunisse de la betterave. Je rappelle quand même que la jaunisse de la betterave, elle a entraîné en fait une chute de rendement de 50% au début des années 2020, et les betteraviers des autres pays européens utilisent cette molécule. Donc voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il y a une commission mixte qui est constituée, qui s'empare du sujet. Il va y avoir un texte qui va être un compromis qui va ressortir, et on va se retrouver devant le Parlement. Donc le contenu, tel qu'on pourrait l'expliquer aujourd'hui, on n'en est absolument pas sûr. Non. Et les agriculteurs ont véritablement besoin d'une simplification, des normes, des contraintes, etc., etc. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, à très bientôt sur RCF.